Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite les sommaires de votre journal. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du sommet de la Ligue des États Arabes. Cette 29e édition a clôturé ses travaux cet après-midi à Dhahran, en Arabie Saoudite. Les crises que connaît le monde arabe étaient au centre des débats. Pendant ces vacances printanières, plusieurs familles marocaines ont opté pour la destination Blimlel. Les amoureux de la nature et du tourisme montagnard y ont trouvé leur compte. Un reportage à suivre dans ce journal. Reva 2, une belle exposition de l'artiste peintre et sculpteur marocain Abdeslam Azdem. Ça se passe au musée de la Palmeraie de Marrakech. Dans le cadre de la rétrospective des activités royales de la semaine dernière, de la semaine plus tôt, cet entretien qu'a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI mardi dernier avec le président français à l'Élysée. Le souverain et M. Emmanuel Macron ont longuement abordé la situation au Moyen-Orient ainsi que les questions d'ordre régional et international. Ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France et ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politiques et sécuritaires, économiques et culturels. La richesse, la densité et la vitalité de ce partenariat d'exception reflètent le socle solide d'une relation stratégique fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts des deux pays, indique un communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réitéré au président français Emmanuel Macron l'invitation en vue d'effectuer une visite d'État au Maroc. S'il vous plaît. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, le souverain exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au roi des Belges. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI se félicite, je cite, de la solidité des liens d'amitié et de considération réciproque qui nous unissent personnellement ainsi que nos deux familles et de l'excellence des relations de coopération entre nos deux pays. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, est à Dhahran, en Arabie Saoudite, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 29e sommet de la Ligue des États Arabes. À son arrivée à l'aéroport de la base aérienne, le roi Abdelaziz à Dhahran, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a été accueilli par Son Altesse Royale, le Prince Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz, émir de la région Est, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Maroc, Abdelaziz Ben Mouhyiddin Khouja, le commandant plutôt de la base aérienne, le roi Abdelaziz, secteur Est, le général-major Aïd Ben Barrak Al-Utaybi, ainsi que les membres de la délégation marocaine au sommet arabe et les membres de l'ambassade du Maroc à Riyad. À son arrivée sur les lieux où se tiennent les travaux de la 29e édition du sommet de la Ligue des États Arabes, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a été accueilli par le souverain saoudien, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud.
En effet, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à ce sommet, a pris part aux travaux de cette 29e édition qui vient de clôturer ses travaux cet après-midi à Dahran. Le sommet a connu la participation de plusieurs rois, princes, chefs d'État et de gouvernements et représentants des États arabes. La cause palestinienne et les crises syriennes, yéménites et libyennes étaient au centre des débats. Les participants ont dénoncé les ingérences étrangères dans plusieurs pays arabes. Ils ont appelé à unifier les efforts des États arabes pour faire face aux menaces terroristes et aux politiques sectaires dans la région. Iman Hablou et les détails. Un sommet à l'agenda brûlant à Dahran, le 29e conclave panarabe se tient seulement 24 heures après les frappes occidentales en Syrie et le drame des civils dans la Ghouta orientale. Une escalade qui, de toute évidence, s'est invitée à l'ordre du jour. La déclaration de Dahran insiste sur la nécessité de conjuguer les efforts pour parvenir à une solution politique à cette crise, tout en condamnant l'usage d'armes chimiques contre le peuple syrien. Les dirigeants arabes renouvellent également leur solidarité avec le Liban et plaident pour sa sécurité. Ils n'ont ainsi pas manqué de saluer les conférences de Paris et de Rome reflétant le souci de la communauté internationale et arabe quant à la stabilité et la prospérité de ce pays qui pâtit de la crise syrienne et de l'arrivée massive de réfugiés syriens. Le texte clôturant ses travaux met tout aussi l'accent sur le soutien absolu de l'Irak et ses efforts dans l'éradication des groupes terroristes. D'autres crises qui secouent le monde arabe sont ici débattues. En tête, la situation toujours explosive au Proche-Orient depuis l'annonce par le président américain de transférer l'ambassade de son pays en Israël à Al-Quds. La cause palestinienne est notre première cause et elle le restera, réaffirment ici les chefs d'État arabes, jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes, au premier rang desquels l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Tour à tour, les chefs d'État et de gouvernement arabes affichent leurs préoccupations à l'égard des conflits meurtriers en Libye et au Yémen, en réitérant leur appui à la légalité représentée par le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi. S'agissant du dossier libyen, les participants au sommet estiment que l'accord de Srerat est la seule voie pour résoudre cette crise. Autre situation qui pèse lourd dans la région, les ingérences étrangères dans nombre de pays arabes. Des ingérences fortement dénoncées avec un rejet de toutes les formes de terrorisme et de politique sectaire dans la région. La communauté internationale est appelée à prendre des mesures fermes pour mettre un terme à ces ingérences et respecter le principe de bon voisinage et préserver la sécurité et la stabilité de la région. L'utilisation croissante de drones et de missiles iraniens tirés vers l'Arabie Saoudite par les rebelles Houthis est ainsi vigoureusement condamnée. De grands espoirs des peuples arabes sont fondés sur ce sommet afin de parvenir à des solutions adéquates et de permettre à la Ligue des États arabes de poursuivre son chemin en tant que groupement régional fort. Une véritable urgence eu égard à la recrudescence simultanée des crises dans plusieurs pays arabes. Les violences, les divisions, le massacre de milliers de victimes et le déplacement de millions de personnes. Plus que jamais, l'action commune est des plus requises pour surmonter la discorde dans une conjoncture arabe qualifiée ici d'exceptionnelle. C'est dans ce sens que la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI est saluée, une vision royale qui prône la cristallisation de projets tangibles, la création de partenariats arabes dans différents domaines et la conjugaison des intérêts avec le souci de placer le développement durable et le service du citoyen arabe et sa dignité au centre des priorités du système panarabe. On ouvre à présent la page monde de ce journal. Les frappes coordonnées menées en Syrie par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont suscité de vives réactions. La Russie a dénoncé avec la plus grande fermeté cette attaque en la qualifiant, je cite, d'un acte d'agression à l'encontre d'un État souverain. Les États-Unis exhortent pour leur part la Russie à s'assurer que le régime de Bachar al-Assad s'engagerait à ne plus recourir aux armes chimiques. La prochaine stratégie militaire du président américain Donald Trump en Syrie reste en revanche floue. Les observateurs internationaux peinent toujours à la décrypter. Et toujours en liaison avec la crise syrienne, sachez que les forces syriennes ont repris la totalité de la Ghouta orientale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'évacuation des derniers insurgés de la ville de Douma est complètement achevée au terme d'une offensive dévastatrice de près de 2 mois. Elle a coûté la vie à plus de 1700 civils. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait alors estimé que la situation dans la Ghouta orientale équivalait à l'enfer sur terre. Fin de citation.
Attaque contre un complexe de la mission de l'ONU et une base de l'armée française à Tombouctou au Mali. Elle a fait au moins 7 morts et une vingtaine de blessés. Selon un communiqué du ministère malien de la Sécurité, l'assaut s'est produit lorsque des hommes portant des casques bleus ont tenté de s'infiltrer dans la zone militaire à bord de 2 véhicules piégés. Le document ajoute que c'est la première fois qu'il y a eu une offensive de cette envergure contre la MINUSMA. La situation est désormais sous contrôle. En Afghanistan, 5 membres des forces de sécurité ont été tués par des talibans pendant ces dernières heures dans l'ouest du pays. Les combats s'intensifient traditionnellement au printemps car la fonte des neiges qui bloque les cols durant l'hiver accroît la mobilité des extrémistes. Retour à l'actualité nationale. Pendant ces vacances de printemps, plusieurs Marocains ont opté pour le tourisme de montagne pour se détendre grâce à la beauté et les sites et les kasbahs de la ville de Bni Mellal et ses vallées également. La ville attire de nombreux touristes nationaux, une aubaine pour le tourisme durable. Wafal Yacoubé et Monia Marouche. Des paysages pittoresques, des reliefs imposants et des sources d'eau rafraîchissantes. Autant d'atouts qui confèrent à Bni Mellal un grand potentiel écotouristique. Un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. Ces touristes découvrent les lieux, ils sont séduits. Franchement, ce sont des paysages à couper le souffle avec une nature aussi verdoyante. Cette année, la source d'Ain Serdoun est très abondante grâce aux dernières précipitations. La localité est très prisée pendant la saison printanière. Les visiteurs affluent des 4 coins du pays, attirés par la beauté de la nature. L'activité touristique participe au développement local. Les hôtels ne cessent de se réinventer. Ils sont aux petits soins pour satisfaire les exigences des clients. Au printemps, les touristes sont nombreux à profiter de la sérénité du lieu et du bol d'oxygène. Par son emplacement stratégique et sa proximité de l'aéroport et de l'autoroute, la ville et sa région sont très appréciées par les familles marocaines. Par sa nature généreuse, ses sites historiques et ses contrées, la province de Bni Mellal est la région la plus privilégiée du tourisme de montagne au Maroc. C'est l'histoire d'un artiste peintre passionné qui rêve à deux. Il s'appelle Abs Lamazdem, peintre et sculpteur autodidacte. Il expose actuellement au musée de la Palmeraie à Marrakech. Ces personnages sont des entités en état de réflexion, de méditation et d'émotion. Ses œuvres racontent un état d'esprit plutôt proche des quêteurs mystiques. Amina Allam et Dominique Orlando. Il est ce que l'on peut appeler un peintre humaniste. Ce qui intéresse M. Abs Lamazdem, c'est avant tout la figure humaine. Pour cette nouvelle exposition, il a même décidé de toujours la dédoubler comme pour revendiquer son refus de toute forme de solitude. La représentation de l'homme qu'il nous offre est donc celle d'un individu qui est en quête perpétuelle, en quête de sens mais aussi en quête de liberté d'action, car l'homme est également sculpteur. C'est la première fois que je présente une sculpture en poudre de marbre et au ciment, d'une grandeur de la taille réelle du corps humain, dans sa partie supérieure où couvre le cœur et l'esprit. Et puis, en même temps, j'expose presque 30% de mes peintures récentes, soit sur le papier mâché, sur toile. Depuis 20 ans qu'il exerce, l'artiste a travaillé sur beaucoup de supports très différents, le papier mâché mais aussi la toile de jute, le grillage ou le polychlorure de vinyle, autant de carrés d'expression pour illustrer un même rêve d'accession à toutes les formes de possibles. Le titre thématique de cette exposition, c'est Rêve à deux, et ça incite un peu à nos rêves, les rêves humains, les rêves d'un monde où règne la paix, d'un monde où il n'y a pas de guerre, d'un monde où on donne de l'importance au peuple, où à différents gens sans
marginalisation. Avant de ne se consacrer qu'aux arts plastiques, M. Azdem était sociologue et même professeur de philosophie. Ceci semble expliquer la dimension quasi métaphysique de ces tableaux réalisés tout en délicatesse et qui paraissent comme régis par un théorème de vérité parfois invisible à l'œil nu. Tennis, le joueur espagnol Pablo Andújar a remporté ce dimanche la 34e édition du Grand Prix Hassan II de tennis en battant en finale le Britannique Kyle Edmond sur les cours du Royal Tennis Club de Marrakech. Pablo Andújar, qui succède au Croate Borna Kosic, s'est offert le titre de ce tournoi sur terre battue en battant le Britannique tête de série numéro 2 du tournoi en 2-7. 6-2, 6-2. C'est la troisième fois que ce joueur espagnol remporte le Grand Prix Hassan II après les éditions de 2011 et de 2012. Selon les observateurs, l'Espagnol méritait largement de gagner ce tournoi, vu son parcours irréprochable durant cette compétition. Cette victoire confirme la suprématie du tennis espagnol sur les tournois de la terre battue. Sport toujours, le Français David Rivière de l'équipe Vendée U Pays de la Loire a remporté aujourd'hui pour sa part la 31e édition du Tour cycliste du Maroc. Une belle victoire à l'issue de la 10e et dernière étape disputée ce dimanche entre El Jadida et Casablanca sur 127 km et demi. Le Français David Rivière s'est définitivement adjugé le maillot jaune de leader du classement général. Zakaria Mouqimbillah et Khalifa. Sur plus de 127 km, s'est jouée la 10e et ultime étape du Tour du Maroc de cyclisme entre El Jadida et Casablanca. Une 31e édition inédite à bien des égards. La caravane du Tour a traversé plusieurs régions et s'est rendue pour la première fois dans la ville de Zagora. Il y a aussi la difficulté du tracé qui a traversé des cols imposants comme celui de Tishka lors de l'étape entre Marrakech et Ouarzazate. Cette édition est marquée par la présence de cyclistes de renom. Et c'est le Français David Rivière de l'équipe Vendée Pays de la Loire qui remporte le 31e Tour cycliste du Maroc. Ça s'est fait sur la deuxième étape, on a pu prendre vachement de temps. Après voilà, ça peut arriver dans les deux sens. On aurait pu très bien perdre 20 minutes à une autre étape et voilà, on a su gérer ça et c'est ce qui nous a donné un petit coup d'avance, je pense, pour le général. L'Italien Jacob Maresco a quant à lui remporté sa 6e victoire d'étape aujourd'hui. Il a terminé l'étape en 3 heures, 2 minutes et 47 secondes devant le Français Marlon Gaillard et l'Allemand Lucas Carstensen. Conscient que l'étape était ponctuée par un circuit de 5 km à la corniche de Ain Diab, j'ai décidé de ne pas m'affoler et d'attendre la fin de l'épreuve pour rattraper mes concurrents et en finir au sprint. Le Tour du Maroc a constitué une excellente préparation pour le Giro d'Italie. La 32e édition devrait faire découvrir de nouvelles régions du royaume et offrir le même spectacle de qualité. Le Tour du Maroc de cyclisme s'inscrit dans le calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale et s'est déroulé du 6 au 15 avril sur près de 1600 km durant 10 étapes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Ara Issia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.